Ouais, il y a un bouquin qui est très important. Alors, l'idée, c'était un petit peu de justifier le pourquoi la Bretagne a été aussi importante dans l'œuvre de René. Donc, on part vraiment du tout début de sa vie de petit garçon et du moment où il rentre en résistance. Il n'a pas toujours vécu en Bretagne, il a vécu en Algérie, il a énormément voyagé, mais il a toujours eu un pied-à-terre en Bretagne, on va dire, et qui a toujours été extrêmement important, et aussi un réseau de soutien pour la diffusion des films, par exemple, qui ont été des réseaux extrêmement importants, les réseaux des éclaireurs de France pour la diffusion d'Afrique 50, par exemple. Et ça a toujours été des racines, mais au sens physique, je dirais, du terme. Et puis, le fait d'être breton en France, ça posait aussi une problématique qui a fait que quand il était en Algérie pendant la guerre, il était français pour tout le monde, mais il était surtout breton pour tout le monde. Et faut quand même voir qu'à l'époque, sa mère était institutrice dans une école publique, laïque, femme seule, divorcée avec ses 2 garçons, donc c'était une femme de caractère. Et au nom de l'idéal républicain, elle interdisait à ses 2 garçons de parler breton avec leur grand-mère, qui elle parlait breton. Donc il y a eu un attachement. En fait, en même temps, il a été très attaché à ce territoire, coupé de la langue au nom d'un idéal républicain qui était largement véhiculé par la mère et puis par l'école laïque. Donc il y a eu tout un rapport avec avec l'histoire avec la Bretagne, avec l'histoire de la Bretagne, avec la langue bretonne, et plein de questionnements en fait liés à ça, sur comment est-ce qu'en fait on forme une identité, comment on forge une identité, comment est-ce qu'on naît français, on est breton, comment est-ce qu'on fait vivre une culture bretonne, non pas au détriment d'une culture commune française, mais comment est-ce qu'on peut arriver à faire cohabiter ces cultures-là, et que c'est de cette richesse-là qu'on arrivera à la fois à être tous différents et tous égaux. Ma femme, elle s'en est allée à Paris. Elle est employée de maison, on y apprécie les Bretons. On les préfère aux Portugais, d'ailleurs les Bretons parlent français. D'essayer de comprendre comment est-ce que les problématiques se sont entrecoupées. Il y a un film à l'intérieur de ce coffret qui s'appelle La folle de Toujane, qui est un film un peu étrange, un peu foutraque, très long. Alors je raconte dans l'histoire qu'en fait il est comme ça parce que je raconte dans le livre, parce qu'à la base, le scénario, c'était pas ça, et puis finalement, ils n'ont pas eu assez d'argent pour tout tourner, donc ils ont décidé de le structurer autrement, et voilà, donc du coup, ça fait un film long, et très foutraque. Et en même temps, René, il me disait tout le temps, quand on l'a restauré celui-là, et qu'on a fait la projo de validation de l'étalonnage avec lui, il m'a dit, c'est fou, en fait, je pense que ce film-là, c'est celui qui me ressemble le plus. Peut-être qu'il était un peu foutraque aussi, mais je pense que ça faisait son charme, et le fait qu'il était capable de s'investir dans plein de projets de formes, de nature complètement différentes, tout en y trouvant à la fois un intérêt personnel et en donnant aussi à ses étudiants, en donnant à ses collaborateurs, en donnant aux gens qu'il a filmés, tous les gens que moi j'ai rencontrés avec les films restaurés que j'ai été projetés à Trignac, à Saint-Nazaire, à Couéron. C'est des gens qui ont un souvenir hyper prégnant du passage de René, et avec énormément d'émotion. Et il disait en fait en fait, à l'époque, pour ces ouvriers, apparaître dans une salle de cinéma, c'était quelque chose d'énorme. En fait, il leur donnait une
une existence presque. Enfin, il y avait quelque chose comme ça, de placer ces personnes-là au centre de l'espace public, au centre du débat public. C'était leur donner une existence au sein de la société. Il rentre chez lui. Je parle pas de la circulation et le trajet. Il rentre chez lui, il voit une femme qui a beaucoup de problèmes, parce que là, la femme ouvrière a beaucoup de problèmes. Dommage que Françoise Giroud n'a jamais abordé ces problèmes, parce que je pense que ça concerne la majorité des femmes. Et il voit un mur devant lui. Il est même pas possible de discuter. Hein, on peut pas dire, bon, on va s'asseoir, on va parler tranquillement, on va discuter de nos problèmes. Ça se fait une fois de temps en temps, à la bonne année ou au premier de l'an. Et puis ça porte rien. C'est un petit face-à-face comme ça qu'on a de temps en temps. Alors l'homme, ben, il cogne. Il cogne contre tout ce qu'il a. C'est sa rage qui explose. Et il y a beaucoup de femmes battues. Comme la femme qui cogne ses enfants pour avoir la paix, pour plus entendre rien. C'est très grave ça. Non, mais en fait, au-delà de la Bretagne, ce qui est, lui, c'était son territoire d'attache, et c'est un territoire dans lequel ma mère continue à vivre et dans lequel, auquel on est tous très attachés. Mais au-delà de ça, c'était une vraie volonté d'expérimenter ce qu'on appellerait maintenant du cinéma dans les territoires. Mais à l'époque, c'était du cinéma en région, c'est-à-dire que c'était vraiment l'idée de mettre en place la décentralisation et de revendiquer un cinéma qui soit pas parisien. Il se trouve que voilà, pour lui c'était la Bretagne, donc il a été en Bretagne, qu'ils ont été installés le siège social de la société, enfin de la coopérative de production à Plonéour-Lanverne. Donc Plonéour-Lanverne, c'est vraiment le fin fond de la Bretagne, c'est le bout du Finistère, et avec cette volonté très forte de refléter les problématiques du territoire. Moi, je pense que surtout c'est une façon de concevoir le cinéma. En fait, le cinéma, on peut mettre plein d'adjectifs à côté, mais ça reste du cinéma, ça reste des points de vue d'auteur, ça reste des techniques qui sont mises au service d'un sujet et d'un propos. Donc pour moi, c'est ça la définition du cinéma. Mais c'est vrai que c'était un cinéma très politique, à une époque où c'était pas facile d'exprimer un point de vue politique qui n'était pas celui du gouvernement en place, et que les moyens, les fenêtres d'expression de diffusion de ce cinéma-là étaient relativement réduites. Je pense qu'elles le sont encore plus maintenant, mais à l'époque, on les trouvait relativement réduites face à une télévision qui était archi-dominante et qui contrôlait complètement la parole médiatique. Donc vraiment, l'idée, c'était, avec ce cinéma-là, de donner la parole aux gens à qui on refusait cette parole-là sur les médias traditionnels. C'est la première machine que vous avez là? Non, on a eu beaucoup de machines qui sont venues faire les essais, des américaines, des anglaises, mais en fait, c'est une machine qui vient de Brest, qui est la plus comment ils travaillaient? Qui est surtout efficace quand les Oui, ils tournaient en 16. J'ai quasiment aucun film dans les archives, il y a quasiment aucun film qui sont tournés en 35, si ce n'est des courts-métrages tournés, donc qui sont Les Agents et Les Trois Cousins, pour lesquels je pense qui n'ont pas été produits par René, mais par Jacques Perrin, par Reagan Film à l'époque. Et voilà, et ces courts-métrages-là, eux, ont été tournés en 35, mais sinon tout le reste de son cinéma, c'est vraiment du 16 mm. Oui, mais justement, comment il tournait, Julien? Comment, parce que financièrement, ça ne doit pas être simple. C'est un acte militant, donc ouais. Comme c'est un acte militant, on est dans un rapport économique un petit peu différent. Donc comment il pensait tout ça? En fait, je dirais que chaque film a un petit peu sa propre histoire et son propre moyen de financement. On va partir du plus emblématique, et de celui qui a été le premier long métrage tourné par les productions Cinéma Bretagne, qui est Avoir 20 ans dans les Aurès. Pour Avoir 20 ans dans les Aurès, ils ont demandé une avance sur recette au CNC, et ils ont eu l'avance sur recette du CNC, d'un montant à peu près un tiers inférieur à ce qui était donné normalement.
Joris Stevens dira plus tard à René que les membres de la commission, en fait, se sont trouvés bien ennuyés avec ce film-là, parce que c'était presque impossible, compte tenu du sujet, de rejeter le film, parce qu'on savait quand même qu'il fallait faire des films sur la guerre d'Algérie, que c'était important. 10 ans après la guerre, il fallait commencer à prendre ce sujet à bras-le-corps. Et en même temps, il se disait, c'est pas possible, on peut pas cautionner en fait ce film-là. On va avoir, ça va être compliqué, il va être censuré. Et est-ce qu'on peut donner de l'argent à des films dont on sait pertinemment qu'ils vont être censurés? Enfin, voilà. Donc, ils ont donné un peu d'argent en se disant, de toute façon, aucun producteur n'ira mettre l'argent qui manque. Et effectivement, aucun producteur n'a dit oui pour mettre l'argent qui manquait. Donc, ils se sont dit, bah voilà, nous, en fait, coopérative de production, on va se débrouiller pour produire le film. Et pour monter cette coopérative, ils avaient besoin d'un apport minimum de financement. Donc René a vendu un scénario à un réalisateur argentin qui s'appelait Juan Badge Planas. Ils ont été tournés, ce film-là, qui est devenu la première coproduction entre l'Argentine et la France, donc avec ce réalisateur argentin tourné en Argentine, et l'UPCB a envoyé quelques techniciens là-bas. Et avec l'argent de cette vente-là, ils ont donc monté la structure parce qu'ils avaient le capital et ils ont investi cet argent-là dans le tournage d'Avoir 20 ans. Et il se trouve qu'Avoir 20 ans, ça a été un succès. Voilà, le film a été pris à Cannes, sélectionné, Grand Prix de la critique internationale. Et il y a une exploitation commerciale, un peu compliquée, mais il y a quand même une exploitation commerciale. Donc, il y a eu des rentrées d'argent. Donc, derrière, ils ont continué sur ce schéma-là, on va dire, avance sur recette. Voilà. Donc, pour les fictions, ça a fonctionné comme ça. Et ensuite, pour les documentaires, il commençait à se faire une petite, renommée, on va dire, en Bretagne. Et donc, il y a des gens, en l'occurrence, près de Nantes, à Saint-Nazaire, qui sont venus lui demander si il voudrait pas faire un film avec des ouvriers. Voilà. Ce qui répondait complètement à ce qui avait été mis en place par les groupes Medvedkin à Sochaux et à Besançon, qui était de travailler à ce que les ouvriers prennent en main l'outil cinématographique. Donc ils avaient très envie de ça. Ils sont donc allés à Saint-Nazaire, mais là en revanche ils se sont retrouvés un peu coincés financièrement. Et ils ont inventé un système qui maintenant marche très bien, mais je pense qu'ils ont été un peu pionniers là-dedans, c'est qu'ils ont demandé à chacun des ouvriers de prépayer sa place de cinéma. Et donc, ils ont financé comme ça l'achat de la pellicule, le développement, le montage. Voilà. Bon, après, on va pas dire que c'était non plus quand même des films où les gens étaient très bien payés et où on était payé toutes les heures qu'on faisait. En termes de... Non, ça restait des techniciens qui souvent étaient pas bien payés, mais c'est vrai qu'il y avait quand même cet incompressible, ce coût incompressible que représentait la pellicule à l'époque. Et donc c'est vraiment sur ce modèle-là en fait qu'il a fait. Donc quand tu disais Valérie, et puis après chaque film a un petit peu découlé de l'autre. Au moment où quand tu disais Valérie, donc qui a été financé par les ouvriers, a été fini, et que le film a commencé à générer des recettes, René a voulu rembourser les ouvriers. Et là les ouvriers lui ont dit bah non, nous ce qu'on trouverait intéressant c'est que tu ailles voir Acqueyron, donc à 25 km. Il y a des femmes qui ont un problème. Il y a une grève aussi un peu longue, voilà. Va voir ce qui se passe là-bas et essaye de faire un film avec elle. Et c'est comme ça qu'il est arrivé et qu'il a rencontré les 12 femmes en colère qui avaient séquestré, entre guillemets, leur patron et qui avaient été inculpées pour ça et qui se retrouvaient un peu malmenées par un énorme groupe. Le film s'est pas appelé 12 femmes en colère, c'est appelé Quand les femmes ont pris la colère, mais la place il y a une place à Acqueyron qui s'appelle Place des 12 femmes en colère, et effectivement, je pense que la référence est belle. Moi, j'ai vraiment essayé de mettre en avant, d'éditer les films restaurés. C'est-à-dire que depuis 10 ans, je fais une campagne, entre guillemets, de restauration des films de mon père. Et en fait, il faut savoir que pour avoir des moyens financiers qui sont donnés par le CNC pour la restauration des films, il faut que ce soit des films qui aient eu un numéro de visa. Donc, c'est-à-dire, il faut que ce soit des films qui aient passé la censure de l'époque. Voilà. Donc, moi, j'ai commencé par tous les longs métrages, même que ce soit fiction ou documentaire. Puis ensuite, j'ai fait les courts métrages. Et là, moi, j'en suis à un endroit où je suis un petit peu coincée. C'est qu'en fait,
En fait, les films qui étaient censurés, évidemment, c'est quelque part un peu les films les plus intéressants. Voilà, parce qu'ils racontent quelque chose. Parce que les films, attends, on revient. Ouais. Les films censurés n'ont pas de visa censuré. Voilà, c'est ça. Non, pas de numéro de visa, donc officiel. Non, voilà, c'est ça, exactement. Voilà, c'est la même chose. Sauf que maintenant, il n'y a plus de censure politique, en fait. Maintenant, ils vont juste mettre un moins 12, interdit aux moins de 12 ans, interdit aux moins de 14 ans, voilà. Mais il n'y a plus la commission de censure telle qu'il y avait à l'époque, qui a interdit des films, enfin, qui a censuré des films, et du coup, des films qui n'ont pas eu de diffusion. Et donc, je suis dans cette période un petit peu compliquée où je dirais que j'ai restauré les films simples à restaurer, même si c'était loin d'être simple à restaurer, mais en tout cas, j'ai restauré ces films. J'ai restauré une bonne partie des films. Et puis là, il me reste les films plus compliqués. Et je pourrais, en fait, maintenant demander un visa de censure pour ces films-là. Et je l'aurais, évidemment, parce que, bien entendu, personne ne va s'amuser en 2024 à censurer Afrique 50. C'est une évidence. Mais à l'époque où on a ressorti Avoir 20 ans dans les Aurès, donc en 2012, il y a eu une projection du film. Non, c'était avant ça. Enfin bref, dans les années 2010, il y a eu une diffusion d'Avoir 20 ans dans les Aurès sur Ciné+, et une diffusion d'Afrique 50. Et au moment de la diffusion d'Afrique 50, en fait, j'ai été interpellée sur le fait qu'il n'y avait pas de numéro de visa. Donc, en fait, pour eux, c'est plus compliqué parce que normalement, ils déclarent et puis les liens se font directement pour récupérer les droits et tout ça. Bref. Et donc, c'est vrai que je le savais bien qu'il n'y avait pas de numéro de visa, mais ils m'ont dit, vous devriez aller demander le visa maintenant, vous l'auriez, quoi. Et quand j'en ai parlé à René, il m'a dit, mais c'est hors de question qu'on aille demander un numéro de visa pour un film qui a toujours vécu sans numéro de visa. Et en fait, ça fait partie de l'ADN du film de ne pas avoir de numéro de visa. Et il dit, moi, ce film, c'est presque ma fierté. Il existe toujours, qu'il ait circulé pendant 50 ans sans numéro de visa. Je veux pas qu'il rentre dans ce système-là, en fait, et que presque on oublie du coup qu'il n'a pas eu de numéro de visa et qu'il est censuré. Et donc là, j'ai j'ai plusieurs films, mais il y en a deux qui sont très problématiques pour moi, qui sont Afrique 50, que du coup, je n'ai toujours pas restauré, et un autre qui s'appelle Algérie en flammes, et voilà, qui est le film qui a été tourné pendant la guerre d'Algérie, donc évidemment qui n'a jamais eu non plus de visa de censure en France, c'est-à-dire ils n'ont même pas demandé, tellement ils étaient sûrs que le film passerait pas à la censure. Et donc ces films-là, techniquement, je ne peux pas les rentrer je peux pas faire une demande de subventionnement pour la restauration. Alors moi, quand je restaure, en vrai, je n'arrive pas à sortir des fichiers 4K dont on a l'impression qu'ils ont été tournés il y a 15 jours. Moi, j'ai pas ça comme élément de départ. Moi, je suis toujours tributaire de l'élément de départ. Il y a par exemple pour les films que j'ai restaurés là, ça reste du 16 mm, donc c'est pas du 35, donc les restaurations, on n'a pas la même quantité d'informations sur les fichiers. C'est des films qui ont été très mal conservés pour la plupart. Par exemple sur Quand les femmes ont pris la colère, j'avais des bobines qui avaient viré vert et des bobines qui avaient viré rouge. Donc après il faut refaire, voilà. Donc en fait, moi j'aurais jamais quelque chose de parfait. En revanche, je sais que je les ai restaurés. J'ai fait ce qu'on appelle un retour sur pellicule. Donc quoi qu'il arrive, ils sont repartis pour 50 ans au moins. Et ça pour moi c'est fondamental. En fait. C'est trop facile. De dire à des gens qu'ils n'ont pas le droit de parler, de leur priver l'accès à la parole, et que finalement, une fois qu'ils arrivent à témoigner de quelque chose, c'est le temps qui va faire ce travail-là de l'oubli.